Chers collègues, merci d'être présents, parce que c'est quand même une réunion un peu importante. Dans les annonces paroissiales, on a dû vous faire passer l'agenda prévisionnel des auditions, puisqu'on va entrer évidemment dans le cycle des auditions budgétaires, chaque année lorsque les feuilles commencent à tomber. Et par ailleurs, j'ai dû signer hier des invitations qui vous sont adressées pour deux missions, 2 déplacements sur des bases. Voilà, les capacités de l'armée de terre, ça c'est assez habituel. Et puis le salon aéronaval. Enfin, vous répondrez, c'est toujours intéressant de nous y retrouver. De la même manière, je le dis pour ceux que ça concerne, j'aurai l'occasion de réunir un bureau de la commission pour lancer un petit peu les opérations sur 2023, les missions, etc., etc. Alors, nous allons donc procéder à l'audition de Rémi Rioux, dont la nomination par le Président de la République est envisagée, enfin, a été décidée plus exactement, pour exercer une 3e fois les fonctions de directeur général de l'AFD. Et donc, en application de l'article 13, alinéa 5 de la Constitution, cette nomination ne peut intervenir qu'après l'audition du candidat devant les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, audition qui doit être immédiatement suivie d'un vote. Alors, les modalités de cette audition et du vote ont été précisées par la loi organique du 23 juillet 2010 et la loi ordinaire de la même date. Il est ainsi donc prévu dans ce texte que l'audition est publique, elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle et nous l'avons également ouvert à la presse. Je ne sais pas s'il y a de la presse, mais enfin bon. À l'issue de cette audition, nous allons procéder au vote qui va se dérouler à bulletin secret, comme le prévoit l'article 19 bis de notre règlement. En application de la loi du 23 juillet 2010, il ne peut y avoir de délégation de vote. Et écoutez, il ne peut y avoir de délégation de vote. Donc ceux qui ne seront pas là ne peuvent pas donner pouvoir à quiconque. Et le dépouillement doit être effectué simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je vous rappelle enfin que l'article 13 de la Constitution dispose que le Président de la République ne pourrait procéder à cette nomination si l'addition des votes négatifs de chaque commission représentait au moins 3/5 des suffrages exprimés dans les 2 commissions. À l'issue de cette audition, je demanderai aux personnes extérieures à notre commission de bien vouloir quitter la salle afin que nous puissions procéder au vote. Nous pourrons dépouiller le scrutin simultanément avec l'Assemblée nationale après notre vote. Je rappelle qu'en fait, l'Assemblée nationale a eu sa séance la semaine dernière et que l'urne a été mise sous scellé et que donc le dépouillement va intervenir pour respecter strictement les textes. Oui, mais je suis désolé, je suis en train de... je vais arriver. Chaque chose en son temps. Le règlement du Sénat prévoit qu'un rapporteur doit être nommé dans le cadre de cette procédure de nomination de l'article 13 de la Constitution afin de présenter le candidat et de l'interroger. Je vous propose de nommer nos rapporteurs développement, c'est-à-dire Hugues Saury et Rachid Temal, nos habituels spécialistes de l'aide au développement. Avant de faire entrer M. Rioux pour son audition, je vous rappelle que nous l'avons déjà auditionné 2 fois, puisque c'est le 2e renouvellement, c'est-à-dire c'est la 3e fois qu'il souhaite exercer ce mandat. Il est venu devant notre commission expliquer sa vision de l'agence, rendre compte de ses activités. Je souhaite souligner que la rapide augmentation des engagements de l'AFD, je rappelle qu'en 2019, ces engagements étaient montés à 14 milliards d'euros, et un certain flottement dans la gouvernance de la politique de l'aide au développement nous ont parfois conduit à manifester notre insatisfaction. Vous aurez évidemment la parole pour vous exprimer sur ces sujets si vous le souhaitez. L'augmentation constante des engagements de l'AFD dans les pays émergents, dont la Turquie et la Chine, a aussi suscité des interrogations. Vous vous souvenez de ce document qui présentait l'aide au développement et où en tête de gondole, on voyait la Chine et la Turquie, ce qui paraissait quand même assez étonnant. L'audition d'aujourd'hui s'inscrit toutefois dans une séquence qui nous a permis de renouveler le cadre de la politique de solidarité internationale et j'allais dire de reprendre la main, puisque vous vous souvenez que nous avons lourdement pesé dans la rédaction de la loi d'orientation et de programmation qui a été publiée le 4 août 2021. Il y a eu après le contrat d'objectifs et de moyens de l'agence, puis
très bonne chose que nous souhaitions depuis longtemps, la nomination d'une secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie, des partenariats internationaux, Madame Chrysoula Zakharopoulou, que j'ai moi-même déjà rencontrée à sa demande et qui m'a fait part hier de son souhait de recevoir déjà le bureau de la Commission. Nous attendons également avec impatience la prochaine mise en place de la commission d'évaluation de l'aide au développement, parce que la loi, elle date du 4 août 2021 et on a toujours entendu parler de rien du tout. Et je rappelle que cette commission d'évaluation, qui est véritablement l'apport que le Sénat avait durement négocié, j'avais pris ma part pour essayer de trouver la solution entre les experts et la présence des parlementaires. Et je rappelle que donc dans cette commission d'évaluation de l'aide au développement, il y a un collège de parlementaires. Il me semble important, compte tenu des sommes en question, que le Parlement soit quand même directement concerné par l'usage de tout cet argent. Et donc, au total, il s'agit pour nous de nous assurer que M. Rioux est la personne la mieux placée pour poursuivre les efforts engagés par l'AFD, afin de mieux rendre compte de son activité, atteindre des objectifs qu'on lui a fixés à travers la loi d'orientation et de programmation. Je dois dire que pour moi, c'est le principal sujet, la principale inquiétude, c'est est-ce que cette loi, qui, je le rappelle, prévoyait non seulement un comité d'évaluation, mais aussi des orientations en pourcentage sur l'équilibre entre l'aide aux pays pauvres et puis les prêts, l'aide multilatérale, l'aide bilatérale, etc., etc. Vous vous souvenez de tout cela. Donc nous espérons que tout ça va être précisé à la fois dans la présentation qu'en fera M. Rioux, qui est candidat, et peut-être dans les questions que nos deux rapporteurs, puis les membres de la commission voudront lui poser. Y a-t-il des questions sur cette présentation? M. Todeschini, non? C'est ça? Oui, Monsieur le Président, mais je pensais parler avant que vous commenciez à introduire, parce qu'on apprend que la date du débat sur l'Ukraine au Sénat serait plutôt fin octobre. 25 octobre. Et ça nous paraît en complet décalage avec le débat qui va avoir lieu avant à l'Assemblée nationale, notamment avec les décisions de Poutine, les annonces qu'il vient de faire. Le débat, si on veut respecter le Sénat, le débat devrait avoir lieu pratiquement à une date similaire que celle de l'Assemblée nationale. Ça, c'est de la compétence de la conférence des présidents. Moi, j'ai été avisé... Vous y êtes, Monsieur le Président? J'ai été avisé hier, et même pas du reste par la séance, mais par mon groupe qui m'a demandé d'être... oui, mais on ne peut pas vouloir le respect du Sénat et puis accepter sans faire de remarques sur des sujets comme cela. Est-ce que votre président de groupe peut en saisir le président du Sénat? Vous avez à chaque fois besoin des socialistes pour faire quelque chose dès que ça peut contrarier le gouvernement. C'est quand même bizarre, Monsieur le Président. La commission, c'est la passion que je vous voue, chers collègues. Donc c'est normal que lorsque vous émettez un avis, j'essaye d'y répondre au mieux. Mais sincèrement, c'est pas je ne peux pas influer, parce que d'abord, il faut se mettre d'accord avec le gouvernement sur la date, etc. et tout. Moi, je vois le président à midi, donc je lui ferai part de cette... Ça a lieu quand à l'Assemblée nationale? Début octobre. D'accord. Pas d'autres interventions avant que nous fassions entrer l'impétrant. Donc faites entrer M. Rioux. Il intervient d'abord combien de temps? Si vous voulez bien prendre place face à moi. Bien, Monsieur le Directeur Général, nous vous accueillons aujourd'hui à la suite du choix du Président de la République en application de l'article 13 de la Constitution. Et ce choix donc vise à vous proposer à nouveau, à proposer votre candidature au poste de Directeur Général de l'AFD. Cette audition, je le rappelle, va être suivie d'un vote. Et cet échange entre nous doit vous permettre à la fois de faire vos bilans de votre dernier mandat, des 6 années passées à la tête de l'agence, et de nous faire part aussi de vos motivations pour continuer à exercer cette fonction pour les 3 prochaines années, puisque je rappelle que c'est pour 3 ans que vous seriez nommé. Bien évidemment, pour nous tous, il s'agit d'un moment important. Vous connaissez notre attachement à cette politique de solidarité internationale, sans laquelle notre action extérieure, qu'elle soit diplomatique ou qu'elle soit militaire, serait bien incomplète et bien insuffisante.
Nous avons constamment réaffirmé les objectifs qui nous semblent essentiels. Je les ai rappelés à plusieurs reprises, nourrir, soigner, éduquer, ce qui n'empêche pas bien évidemment de conjuguer ces priorités à travers une meilleure gouvernance des pays qui reçoivent notre aide et de toute l'attention qu'ils doivent porter à la transition énergétique et au climat. Nous avons maintes fois insisté en effet sur la nécessité d'une gouvernance efficace et sur une évaluation transparente et permanente de cette politique et de l'action de son bras armé. Donc je vais laisser la parole à nos deux rapporteurs pour nous présenter votre parcours et vous poser les premières questions. Après, je vous propose de faire un exposé liminaire d'une quinzaine de minutes. Et je donnerai aussi la parole aux autres collègues qui s'inscriront. Je rappelle que cette audition, en application de l'article 13, est ouverte au public, ouverte à la presse. Elle est enregistrée et diffusée sur le site du Sénat Internet. Et mon petit doigt me dit qu'elle est très attendue. Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole pour la présentation. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, mes chers collègues. Monsieur le Directeur Général, votre parcours est marqué dès l'origine par les questions de développement, puisque vous avez exercé les fonctions de chef de la coopération monétaire et du développement avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique de 2004 à 2007, puis de sous-directeur des affaires financières internationales et du développement à la Direction générale du Trésor de 2010 à 2012. Vous avez ensuite dirigé le cabinet de Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Vous êtes devenu secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et du Développement international en 2014. Vous avez enfin été nommé le 2 juin 2016 directeur général de l'AFD et reconduit dans cette fonction en mai 2019. Votre mandat est arrivé à expiration en juin dernier et vous avez assuré depuis un intérim. Après avoir ainsi retracé brièvement votre parcours, je voudrais plus particulièrement vous interroger sur 3 points. Le premier vient tout naturellement. Quels sont pour vous les grands axes du bilan des 6 années passées à la tête de l'AFD ? Vous vous étiez notamment engagé en 2016, ici même, à rendre l'AFD plus grande, plus agile et plus partenariale. Pensez-vous avoir atteint ces objectifs ? Et inversement, que referiez-vous différemment ? En particulier, quelles leçons tirez-vous des résultats très mitigés de nos efforts pour mettre en place une approche 3D au Sahel et en particulier au Mali ? Alors dans les 3D, il y en a un pour lequel vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais un autre un peu moins, mais un pour lequel vous avez la main. Celui du développement. Pendant votre premier mandat et le début du second, l'activité de l'agence a été marquée par une croissance très rapide, avec des engagements passant de 9 milliards d'euros en 2016 à plus de 14 milliards d'euros en 2019. Les pays émergents ont été les premiers bénéficiaires de cette croissance, qui a d'abord concerné les prêts, ce qui a pu susciter de notre part des interrogations. Le nombre d'agents de l'AFD a également fortement augmenté, avec par exemple une hausse de 8,9% entre 2018 et 2019. La suite de votre deuxième mandat a en revanche été marquée par une baisse subite et subie de l'activité due notamment à la crise du Covid. Il ne s'agit pas d'un coup d'arrêt temporaire, car le manque de solvabilité des destinataires de l'aide s'est aggravé, notamment dans une Afrique menacée par le surendettement. Ceci a conduit le gouvernement à vous demander de stabiliser l'activité de l'agence à environ 12 milliards d'euros à partir de 2020. D'une croissance constante, on passe donc à un effort pour maintenir les acquis, mais avec une agence dimensionnée avant la crise en termes d'effectifs. Ma question est la suivante. Pensez-vous être le mieux placé pour piloter un tel changement de cap ? Êtes-vous prêt à changer de logiciel pour passer de la recherche permanente de nouveaux clients, entre guillemets, pour les prêts de l'AFD, à une réorientation de vos efforts vers les pays les plus pauvres et les projets en dons qui les concernent, comme la loi vous y oblige ? Enfin, à ma connaissance, vous êtes l'unique candidat pour exercer cette fonction. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les raisons qui rendent ce poste si peu propice à une, je serais tenté de dire, à une saine concurrence ? L'AFD, c'est le troisième point, a des engagements très importants dans les grands émergents, environ 2 milliards par an, visant notamment à orienter le développement de ces pays dans un sens conforme à l'accord de Paris en 2015. Or, sur ces 7 grands émergents, nos relations sont notoirement dégradées avec 3 pays.
la Turquie, la Chine, mais aussi le Brésil. Quelles sont les conséquences de cette situation sur l'activité de l'agence dans ces pays? Comment entendez-vous les critiques qui pointent le paradoxe qu'il y a à financer des pays dont les autorités ont une attitude négative, voire agressive, à l'encontre de la France? Par ailleurs, sommes-nous réellement en mesure de peser pour une meilleure prise en compte des exigences environnementales par ces pays, ce qui constitue aujourd'hui la seule raison d'être de l'action de l'AFD dans ceux-ci? Voilà, je vous remercie. Merci. Avant de passer la parole à Rachid Temal, je manque à tous mes devoirs parce que je voudrais accueillir notre collègue Ludovic Hay qui rejoint à nouveau notre commission au nom du RDPI et je lui souhaite une seconde bienvenue. Merci à toi. Allez Rachid. Merci Président, Monsieur le Directeur Général. Donc moi j'aurais 4 questions. D'abord, rappeler aussi le cas dans lequel tout ça s'opère, puisque nous avons effectivement adopté le 4 août 2021 une loi de programmation, d'orientation de programmation. Chacun se rappelle ici que c'était à la veille de programmation que le titre, puisque on était déjà à la fin, qu'il fallait revenir en arrière. On ne va pas revenir là-dessus, mais ce qui était important quand même de rappeler, et je reprends là les mots du ministre Le Drian à l'époque, c'était de passer d'une politique de l'outil à un outil au service de la politique. Et je pense que ça qui était le plus important dans notre discussion. Donc le premier point que j'évoquerai, c'est sur notamment la question des objectifs de l'activité de l'AFD, de l'Agence française de développement. Donc il y avait un certain nombre d'initiatives, d'approches. D'abord, il y avait un triple mandat, puisqu'il y avait la question des pays les plus pauvres, les pays émergents, l'outre-mer, même si moi, personnellement, j'ai un débat sur l'outre-mer, parce que je pense que si c'est l'outre-mer, alors c'est des outils plutôt, on va dire, vocation française intérieure qui doivent intervenir plutôt que l'AFD, mais je vais faire la parenthèse. Mais l'idée, c'était bien d'avoir ces 3 missions-là. C'était également d'avoir un travail, notamment sur la répartition plus claire entre la question des prêts et la question des dons, sur bien évidemment la question du multilatéralisme ou du bilatéral. Il y avait aussi un certain nombre d'orientations prioritaires, notamment sur le climat, notamment sur la question de genre, etc. etc. Donc la question, c'est est-ce que depuis maintenant plus d'1 an, est-ce que tout cela a pu avancer? Si oui, quels sont les résultats? Quelles sont les perspectives? Même question sur la question du contrat d'objectifs et de moyens, puisque là aussi, c'était le paradoxe de cela. On nous a été demandé, je crois, 1 mois plus tard, et il était déjà déphasé, total retard. Donc la question aussi se posera, mais ce n'est pas de votre ressort, mais une prochaine loi de programmation, en tout cas sur la loi et sur le COM, quelles sont aujourd'hui les avancées, là où nous en sommes, les points de difficulté éventuels, les points d'évolution nécessaires. Voilà, tout cela nous importe beaucoup sur la mise en œuvre de ces 2 éléments qui nous semblent essentiels. Deuxième point, nous sommes nombreux à avoir été sollicités par les syndicats, puisqu'il y a une réforme des personnels de l'AFD avec plusieurs niveaux, plusieurs étages. Il y avait bien évidemment une mesure liée à un décret, mais pour autant, je considère qu'on peut aussi avoir du dialogue social, même si à la fin il y a un décret, puisque le décret n'est qu'un outil, quant au dialogue social, il est nécessaire. Donc pouvez-vous nous dire exactement ce qu'il en est, puisque à la lecture des documents des syndicats, c'est le dialogue social, nous sommes relativement inquiets, et donc il serait intéressant de savoir exactement ce qui s'est passé sur la question des statuts, mais également sur les prochaines étapes, que ce soit sur notamment les nouvelles formes de travail, en général votre façon de voir le dialogue social dans l'entreprise, et puis également par rapport aux différentes unités à l'intérieur, puisque je rappelle qu'il y a 3 unités dans le groupe. Et puis je sais que la question, et qui sera mon point d'après sur la question du siège, importe également la question de l'organisation. Donc voilà la question du dialogue social, ce qui s'est passé, comment vous entendez le poursuivre, l'améliorer, le densifier, parce que nous considérons qu'il est important qu'effectivement le dialogue social soit majeur et que des accords soient trouvés entre la direction que vous représentez et les organisations syndicales qui nous ont écrit. Je crois que chacun, le président les a reçus également, je crois que chacun peut reconnaître et insister d'avoir des éclaircissements sur ce point-là. Le président du Sénat les a reçus. Et le président du Sénat, pardon. Ah, excuse. Le président du Sénat et le président de la Commission. Et parce qu'au-dessus de toi, je pense, oui, mais j'oublie toujours qu'il y a aussi le président du Sénat. Mais voilà, donc le président du Sénat également. Plus sérieusement, 3e point, c'est sur la question du siège de l'AFD. Vaste débat, je ne vais pas revenir sur l'historique, je crois que ça a occupé beaucoup d'autres commissions pendant très longtemps. Mais il reste toujours la question, peut-être nous refaire un point de là où nous en sommes du dossier, avec tous ces aléas, que ce soit sur la question juridique, sur la question financière, sur la question calendaire. Et puis je crois qu'il y avait aussi un sujet dedans, un sujet dans le sujet, puisque sauf à ma part, sur les 50 000 mètres carrés, il y en a 10 000 qui ne seront pas affectés ou qui ne seraient pas affectés
à l'AFD. Et il y a, de ce que nous avions entendu avec Hugues Saury sur les différentes auditions, 2 positions à l'époque. Et c'est intéressant qu'on ait peut-être une évolution aujourd'hui. D'un côté, pour faire simple et caricatural, Bercy qui disait nous, soit vous louez, soit vous vendez les 10 000 mètres carrés en plus. Donc ça veut dire des entrées financières, one shot ou régulièrement. Et puis plutôt le quai qui était sur, on peut imaginer une forme de cité du développement. Et on sait, avec des opérateurs qui seraient moins en capacité de financer. Et donc il y a une question de réalité financière. Et puis le dernier élément, pour ne pas être trop long, qui je crois est très important pour nous, c'est la question du travail avec le Parlement. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une ministre, et c'était une vieille demande, donc c'est une bonne chose, mais il y a effectivement les auditions, mais nous souhaitons, nous, savoir, au-delà de ce qui est, j'ai envie de dire, la base, le minimum, les auditions, sur les avis, etc., comment pensez-vous, comment souhaitez-vous travailler avec le Parlement, et en l'espèce le Sénat, dans les 3 prochaines années, c'est-à-dire que nous considérons, nous, qu'il faut densifier, pour reprendre une expression historique, il faut muscler son jeu pour que nous ayons effectivement un travail plus régulier, pas seulement sur l'aspect budgétaire, plus ou moins 30%, etc., mais également sur les questions de stratégie, sur les questions de suite grands dossiers. Il y a le CA, bien sûr, de l'AFD, mais le CA n'est pas le CA et le CA. Nous, là, on parle du Parlement. Et donc, comment le Parlement peut régulièrement être associé aux éléments de stratégie, aux éléments de ciblage, aux éléments parfois de réadaptation de la stratégie, comme vous avez vu tout à l'heure, avec quand il y a le Covid, comment on fait. Voilà, comment vous entendez, avoir un travail, on va dire, plus étroit, plus concret avec le Parlement. Et voilà, j'en ai fini de mes 4 questions. Merci, messieurs les rapporteurs. Alors, je vous propose donc, pour donner un peu de dynamique à la séance, de prendre la parole pour une quinzaine de minutes, ce qui suscitera, j'imagine, d'autres séries de questions. J'ai déjà une liste assez conséquente de nos collègues qui compléteront les questions qui ont été posées par les rapporteurs. Vous avez la parole, monsieur le directeur général. Bien, merci beaucoup, monsieur le président, mesdames les vice-présidentes, messieurs les vice-présidents, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les ministres, monsieur l'administrateur de l'AFD, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis évidemment très, très honoré de me présenter devant vous ce matin. J'ai eu l'occasion ces 6 dernières années d'échanger avec nombre d'entre vous, et je suis bien sûr à la disposition de tous les parlementaires. Depuis 6 ans, j'ai été auditionné à plus de 5 reprises par vos commissions et vos rapporteurs, Assemblée nationale et Sénat confondus. Je vais effectivement rapidement dresser un bilan de mon travail à la tête de l'agence, votre appréciation, et présenter les 3 engagements que j'aurai à cœur de réaliser au cours des prochaines années si vous me renouvelez votre confiance. Le bilan, effectivement, monsieur le rapporteur, je m'y étais engagé en 2016 devant votre commission et avec votre soutien constant, l'AFD est devenue plus grande. Elle a été dotée de 4 milliards d'euros de fonds propres supplémentaires. Elle a géré en 6 ans 11 milliards d'euros de crédits budgétaires, 14 même si on prend les crédits européens que nous allons chercher avec force dès qu'ils sont disponibles. L'agence a pu doubler, dans le cas d'Expertise France, tripler même son activité chaque année, passant de 7, puis 9, puis 14 milliards d'euros de 2015 à 2019, avant effectivement de se stabiliser à 12 milliards d'euros, ce qui n'était pas une mauvaise nouvelle, à dire vrai. On en avait parlé parce que, évidemment, une telle croissance suppose ensuite de réformer et de consolider, ce qui n'est pas possible quand on pousse l'ambition et qu'on accélère et qu'on recrute de façon aussi massive. L'AFD aujourd'hui est capable d'accompagner 1100 projets par an dans 130 pays. Donc c'est ça l'outil qui est à votre disposition. Vous l'aviez aussi très fortement souhaité, c'est la lettre de la loi. Un effort important a été accompli sur les dons. Le portefeuille de dons de l'agence a doublé en exécution. Il a été porté de 6 à 12 milliards d'euros aujourd'hui, en cours de mise en œuvre, c'est le stock, dont les 2 tiers dans les pays les moins avancés. Et bien sûr, nous concentrons notre action au maximum, toujours d'abord en Afrique. L'Afrique bénéficie de la moitié des financements de l'agence, 6 milliards d'euros à peu près par an, 60%, les 2 tiers quasiment dans l'Afrique
francophone et l'Afrique bénéficie de 3/4 des dons, 3/4 des subventions. Ça, ce n'est pas notre décision d'ailleurs, hein, c'est le pilotage fixé par le gouvernement après votre avis dans les contrats d'objectifs et de moyens. Cette forte croissance nous a permis d'être présents, je crois, revenus sur les grands sujets, d'avoir de l'impact. Dès 2017, l'AFD s'est alignée sur l'accord de Paris, la première des institutions internationales à le faire. Elle a d'ailleurs tenu très scrupuleusement l'engagement pris par la France à la COP 21, puis rehaussé d'apporter chaque année 6 milliards d'euros de finances climat. Dans cette enceinte, la France étant l'un des seuls 7 pays à avoir tenu l'engagement pris en 2015. Nous en sommes très fiers, bien sûr. Et puis derrière, j'ai cherché à placer l'agence à la pointe de l'action sur la protection de la biodiversité, intimement liée au climat, et la question des océans. Nous sommes aussi, Monsieur le Président, revenus dans les domaines sociaux, l'éducation. La France est le deuxième bailleur bilatéral dans le domaine de l'éducation, après l'Allemagne, devant les États-Unis, en lien étroit avec le multilatéral, le partenariat mondial pour l'éducation. On a aussi, je crois, répondu à l'urgence Covid avec l'initiative Santé en commun, que vous connaissez, la sécurité alimentaire aujourd'hui, l'initiative Farm, l'égalité entre les femmes et les hommes, et notre guide, la moitié de nos financements, contribue précisément à réduire les inégalités de genre. Toute cette activité est jugée bonne, en transparence, désormais, par des évaluateurs extérieurs. Nous avons aussi beaucoup renforcé, cette commission y était très attachée, vous-même, Monsieur le Président, notre politique d'évaluation des projets. Et nous rendons désormais des comptes beaucoup plus précis, jusqu'à l'impact pour les populations. Depuis 2016, grâce à la France, c'est 200 millions de personnes qui ont bénéficié d'un accès aux soins. C'est 80 millions d'enfants qui ont été scolarisés, 30 millions de foyers qui ont accédé à l'électricité, 10 millions à l'eau, 82 millions d'hectares restaurés, 6 millions d'exploitations agricoles familiales ont été soutenues. C'est ça le bilan sur 6 ans des impacts. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était mon engagement, effectivement, de rendre l'agence plus agile et plus innovante. Nos délais d'instruction, de signature, de versement se sont nettement améliorés, de plus d'un trimestre, s'agissant de la signature des conventions de financement qui déclenchent évidemment l'action. Des procédures adaptées aux territoires en crise ont été mises en place, dans le Sahel évidemment d'abord, nous en reparlerons sans doute. Un fonds d'innovation pour le développement présidé par Esther Duflo a été mis en place. Nous travaillons aussi sur comment mêler création culturelle et action de développement dans un fonds innovant. Une attention croissante est portée à l'entrepreneuriat et au digital, avec, je crois, une capacité accrue à financer des projets de petite taille. L'AFD, enfin, est devenue nettement plus partenariale. Nous avons été à l'initiative de l'Alliance Sahel, qui est forte désormais de 26 membres, dont les États-Unis d'Amérique. Nous sommes à l'origine de ce qu'on appelle maintenant les équipes Europe, c'est-à-dire le rassemblement autour de la Commission européenne des agences nationales qui se déploient. Je préside le club IDFC et le mouvement Finance en commun, l'international des 550 banques publiques de développement dans le monde, qui est une de ces, je crois, de ces nouvelles coopérations que le président de la République appelait de ses voeux hier à la tribune des Nations Unies. L'AFD s'est aussi très systématiquement tournée vers les acteurs français. La société civile, le guichet pour la société civile est passé de 65 à 165 millions d'euros chaque année. Les collectivités locales, on est passé de 5 projets à 74 financés avec les collectivités, et je le dis ici au Sénat. La Caisse des dépôts, les établissements publics, les entreprises, les philanthropes bientôt. Paris 2024, dont nous sommes partenaires officiels parce que le sport est un accélérateur de développement, l'audiovisuel extérieur, auquel vous êtes très attachés ici, avec plus de 50 millions d'euros de projets en cours avec le groupe France Média Monde et CFI en son sein. Enfin, pour le bilan, j'ai veillé à ce que cette transformation profonde soit réalisée avec sérieux et en préservant nos équilibres financiers et de gestion. Nos risques sont maîtrisés malgré cette grande croissance. Nos comptes sont tenus. Nous avons dégagé l'année dernière le résultat net le plus élevé
de l'histoire de l'agence, 300 millions d'euros, et l'année en cours, nous approuverons les comptes semestriels demain, est bonne. Notre cadre social, oui, monsieur le rapporteur, a été modernisé avec la réforme du statut du personnel. J'y reviendrai sans doute, mais bien sûr, ces gains d'efficacité qui ont été obtenus, je plaide devant vous pour dire que passer par l'Agence française de développement, c'est beaucoup plus efficace et le rapport qualité-prix est bien meilleur que par d'autres canaux, souvent multilatéraux. En tout cas, on a cherché à créer cet avantage comparatif. Évidemment, ça s'est fait, ça n'a pas été facile. Et donc, on l'a fait dans le dialogue social. Je rappelle ici que nous avons signé 11 accords collectifs les 2 dernières années, et plus encore si on remonte à 2016. Les instances fonctionnent, évidemment, et je remercie tous les personnels de l'AFD et les organisations syndicales et les représentants du personnel pour cela. On a eu effectivement un débat et un désaccord sur la réforme des statuts du personnel, qui est, vous le savez, un arrêté du ministre des Finances. On a eu de longues discussions, 5 ans de travail, une trentaine de réunions. Alors, je n'ai pas souhaité que ce soit une négociation, mais de discussion. Il me semblait qu'on ne négociait pas un acte réglementaire. C'est le privilège du gouvernement et du ministre. Mais enfin, soyez rassurés sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Après, certaines des 5 organisations syndicales de l'AFD n'ont pas validé le résultat de cette concertation. On a maintenant des discussions sur les accords collectifs, cette fois, qui découle de ce nouveau statut. J'ai bon espoir. J'ai rencontré toutes les organisations syndicales, évidemment, avant de me présenter devant vous, que nous allons reprendre, et c'est mon engagement, évidemment, un dialogue social apaisé à l'intérieur de l'entreprise pour poursuivre les réformes. Cette entreprise et ses salariés qui respectent là aussi, et je les en remercie scrupuleusement, les objectifs du contrat d'objectifs et de moyens fixés avec l'État. Vous savez, à plus de 90%, les indicateurs qui ont été fixés ont été atteints. Je signale aussi la profonde transformation de notre corps social. La parité totale entre les femmes et les hommes a été atteinte cet été dans notre management et à toutes les strates du management, y compris nos directrices et nos directeurs d'agence que vous rencontrez très régulièrement sur le terrain. J'en suis là aussi très fier. Bon, ce bilan n'est bien sûr qu'une étape, mais une base, je l'espère, solide sur laquelle construire l'étape suivante. C'est mon deuxième point. Pour les 3 prochaines années, cette étape suivante, évidemment, sa ligne est très claire. C'est vous qui l'avez fixée. Évidemment, dans la loi du 4 août 2021 et dans son rapport annexé, évidemment, connu en détail de notre agence, cette loi qui fonde, je crois, un nouveau récit, beaucoup plus partenarial, une nouvelle position que vous avez souhaité, qui nous oblige et qui fixe les priorités à respecter. Il en est découlé une nouvelle organisation gouvernementale avec à nouveau, depuis le mois de mai dernier, une secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Madame Chrysoula Zakharopoulou, et les 3 ministres qui exercent la tutelle de l'AFD, Catherine Colonna, Bruno Le Maire et Jean-François Carinco auprès de Gérald Darmanin. Dans ce cadre, et en équipe France très intégrée, évidemment, la première orientation que je voudrais vous proposer, c'est que l'agence, dans les 3 prochaines années, soit plus pertinente encore et s'adapte très rapidement aux évolutions géopolitiques majeures en cours, évidemment. La guerre en Ukraine change complètement le paysage par rapport à la dernière fois que je me suis présenté avec vous, et je crois qu'il est encore plus important dans les années qui viennent, effectivement, de raisonner et d'agir en 3D. La diplomatie, bien sûr, qui nous guide, la défense, bien sûr, mais aussi le développement, pilier à part entière de notre politique étrangère, dispose la loi. On a commencé à le faire. Je répondrai sans doute à des questions dans le Sahel. Bien sûr, on a compris que cette crise a des racines sociales et économiques très profondes et que
le changement climatique exacerbe encore les tensions politiques et les tensions de sécurité, et que malheureusement cette crise est de long terme certainement et suppose une action dans la durée et en profondeur. Je propose de mobiliser également cette capacité unique de mon point de vue qu'a l'Agence française de développement à agir du côté des autres, à tisser des liens avec un très grand nombre de partenaires, de l'influence, bien sûr, de l'amitié aussi. Je pense qu'on peut le faire beaucoup plus efficacement dans l'Indo-Pacifique. Vous en revenez, je crois. En Amérique latine, très important. Autour de l'Union européenne, cette communauté politique, quelle est sa dimension de développement? Ce qui veut dire, bien sûr, autour de la Russie, dans les Balkans. Sans oublier la question chinoise, structurante et bien sûr de plus en plus difficile. Pour l'Afrique, qui sera toujours notre priorité, il faut lutter contre la pauvreté d'abord, elle augmente dramatiquement. Je souhaite aussi qu'on insiste sur l'investissement dans le secteur privé, dans les entreprises, et pour la création d'emplois. Le défi ici, vous le savez, est gigantesque. En 2050, un jeune sur 3 de moins de 25 ans dans le monde sera africain. Chaque année, c'est 30 millions de jeunes, c'est-à-dire le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Madagascar, qui arrivent sur le marché du travail en Afrique. Et seuls 10% d'entre eux y trouvent un emploi formel. Il faut donc passer à l'échelle dans l'appui à l'entrepreneuriat, dans le soutien aux industries nouvelles, ou bien c'est l'instabilité politique qui grandira, avec les mouvements migratoires aussi qui s'amplifieront à l'intérieur de l'Afrique et au-delà. Un mot rapide, vous l'avez cité, monsieur le rapporteur, sur les Outre-mer et l'Indo-Pacifique d'ailleurs, pour 2 bassins océaniques. J'entends leur donner une grande priorité, compte tenu des difficultés auxquelles ces territoires font face, mais aussi de leur positionnement qui est absolument unique. On a bâti, vous le savez, une stratégie qui s'appelle 3 océans pour travailler dans ces territoires. C'est historique pour l'agence, mais aussi avec tous leurs voisins. Je pense qu'elle doit être approfondie, je pense qu'on doit avoir de nouveaux instruments Outre-mer, y compris des instruments en subvention. Le ministère d'ailleurs des Outre-mer, que je remercie, le fait désormais pour qu'on puisse déployer toutes les capacités de cette agence également dans ces territoires. Et puis enfin, sur cette géopolitique, je suis très bref et trop schématique, il faut, je crois, travailler à comprendre l'articulation de plus en plus complexe entre les fractures géopolitiques et les questions globales. La très sévère dégradation de l'indice de développement humain l'année dernière. Pour la première fois depuis 32 ans, cet indice est en baisse dans 9 pays sur 10 dans le monde. On est revenu au niveau de 2016 en 2021. Et bien sûr, si on ajoute à ça la crise climatique qui est partout, tout cela va ajouter de très profondes vulnérabilités jusqu'au politique, évidemment, lui-même. Et on peut être un capteur pour vous, évidemment, pour mieux comprendre ces liens entre les 2 crises à laquelle nous faisons face. La deuxième orientation que je voudrais donner, j'accélère, c'est de faire de l'agence, c'est un engagement de qualité, c'est de faire de l'agence la première agence 100% objectif de développement durable, ODD. D'ici à 2025, il n'y a rien de théorique dans un tel engagement. Ça veut dire évidemment nourrir, soigner, former, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président. Ça veut dire construire des infrastructures, ça veut dire apporter de l'eau, ça veut dire gérer des déchets, ça veut dire scolariser les jeunes filles, ça veut dire renforcer les systèmes de santé de base, ça veut dire répondre à la demande qui nous est adressée. Et ça, vous connaissez toutes les compétences techniques de l'agence, vous les voyez, mais ça veut dire le faire bien. Ça veut dire le faire mieux. Ça veut dire essayer de combiner finalement la demande et le climat. Et donc d'essayer un peu systématiquement, l'agence y est prête, à maximiser finalement la qualité des projets et à contribuer à la définition de bonnes politiques publiques dans les pays. Nous travaillons d'ailleurs à ce que l'AFD devienne la première institution à se financer exclusivement par des obligations vertes et durables sur les marchés financiers. On est à 50% aujourd'hui. Essayons d'être à 100% dans 3 ans. Ce serait un signal, je crois, très fort dans le monde financier que c'est possible. Et puis 100% ODD, ça veut dire aussi aller là où c'est possible, aller jusqu'aux droits humains, aux droits des enfants. Même vous avez eu ce débat dans le cadre de la loi. C'est le 3e objectif que vous nous avez fixé avec la lutte contre la pauvreté et les biens publics mondiaux. C'est assez nouveau pour l'agence. Donc nous sommes en train de réfléchir avec votre aide à ce que ça veut dire finalement de pousser la question des institutions, de pousser la question de la gouvernance, de pousser la question des droits et le faire peut-être en se posant la question d'une façon un peu renouvelée, en passant par, j'allais dire, par en bas,
par les projets, en démontrant finalement à nos partenaires que donner des droits aux femmes, c'est plus de développement. On en a la preuve, ils en ont la preuve, et quand c'est possible, pourquoi ne pas pousser jusqu'à chercher à changer le cadre législatif? Il y a des pays où ce ne sera pas possible. Quand c'est possible, peut-être qu'aujourd'hui on a une certaine timidité, qu'on pourrait essayer d'aller plus loin, plus fort dans ce domaine. Je crois ici d'ailleurs en particulier à la force de la diplomatie parlementaire, à votre rôle, au rôle des parlements dans ce domaine. Je mobiliserai l'AFD, monsieur le rapporteur, pour vous appuyer beaucoup plus fortement à l'avenir dans votre action internationale, si vous le souhaitez, évidemment. Oui, vos représentants au conseil d'administration, autour de vos rapporteurs sur les crédits de l'aide au développement, les 4 membres, je crois, de la future commission d'évaluation, les administrateurs d'Expertise France. Vous tous, on a de multiples liens et c'est important de recueillir vos attentes, des travaux parlementaires avec nos équipes sur les stratégies en particulier, la stratégie globale ou certaines stratégies géographiques pourraient nous guider. Des visites de terrain conjointes sont extrêmement précieuses pour moi. La conclusion d'un partenariat hier avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie va également dans le même sens. À votre disposition vraiment pour poursuivre cet échange. Enfin, toute dernière orientation, je souhaite d'ici à 2025 déployer pleinement le groupe AFD, composé de l'AFD, de Proparco et d'Expertise France. Vous l'avez souhaité également dans la loi, fort maintenant de ces 3500 collaborateurs. Je pense qu'il faut cesser de voir l'AFD d'ailleurs uniquement comme une institution financière et mesurer son succès au seul volume finalement ou au grand chiffre pour regarder les choses de façon beaucoup plus précise et dans notre capacité à combiner des interventions financières, bien sûr, et des interventions, je dirais, non financières, plus humaines, de formation, de renforcement de capacité. C'est ce que le renfort d'Expertise France nous apporte. On va travailler beaucoup sur le sujet de la formation. Vous savez, on a un campus à Marseille depuis très longtemps. On va y mettre aussi le budget de formation de l'AFD. L'idée étant de faire un ensemble qui permette de former ensemble nos salariés, nos clients, nos partenaires, tous ceux, y compris au sein de l'État, qui veulent reconstituer ou constituer, parce que je ne sais pas si elle a jamais vraiment existé, une filière des métiers de développement, toujours dans cette même perspective et à la suite de la loi. On veut aussi renforcer beaucoup dans les prochaines années notre capacité à mobiliser les autres acteurs. Oui, monsieur le rapporteur, notre déménagement gare d'Austerlitz, probablement en 2026 maintenant, on a un peu de temps, pourrait servir aussi, outre nos propres besoins, optimiser, à mobiliser, accueillir d'autres acteurs, y compris des organisations internationales, qui voudraient collaborer avec nous. Je vous rassure, quand bien même nous n'y arriverions que partiellement, cet investissement immobilier, on s'en est expliqué, reste évidemment une façon d'optimiser considérablement nos coûts de gestion, est un très bon investissement patrimonial. Vous connaissez l'évolution du marché de l'immobilier de bureau en ce moment, avec le télétravail et à la suite de la crise Covid. Mais il y a ce supplément qu'on voudrait bâtir évidemment avec le ministère, avec vous, tous ceux qui peuvent attirer à Paris des partenaires. Enfin, dernier point, je sais que vous y êtes très attachés, je pense qu'il faut une politique de communication sur la politique de développement beaucoup plus forte, fixée évidemment par l'État, mais où l'AFD pourrait jouer un rôle beaucoup plus fort en amenant le plus possible de preuves concrètes, finalement, que l'engagement de la France est positif, apporte du bien-être, en visant peut-être, on l'a fait beaucoup dans notre propre pays, les 15-25 ans, on a développé un certain nombre d'actions, il faudrait les passer à l'échelle, à un moment où, vous le savez, la diffusion de messages anti-français et l'inquiétude de nos concitoyens face aux dérèglements internationaux, géopolitiques et climatiques est très fortement croissante. Voilà, on pourrait travailler avec le monde du volontariat, on peut travailler plus encore avec la société civile, avec les collectivités locales, avec vous. Donc voilà, Monsieur le Président, les axes possibles d'un mandat que je sollicite derrière la loi pour les 3 prochaines années. Je crois avoir, à titre personnel, l'expérience et désormais les amitiés partout dans le monde pour servir utilement la politique de développement et achever finalement cette grande transformation de l'AFD pour donner à la France un outil puissant, agile et efficace. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour cette présentation à la fois du bilan et du projet que vous souhaitez porter. Et tout de suite, donc, je vais donner la parole aux autres membres de la Commission en leur demandant, compte tenu du nombre d'intervenants,
et du temps que je souhaite vous laisser pour répondre, à comprimer votre pensée. Joël Guerriau. Merci, Président. Monsieur le Directeur Général, vous présidez l'International Development Finance Club, qui regroupe 24 agences de développement à travers le monde. Votre club représente le plus grand fournisseur de finances publiques et climatiques. La COP 21 a donné lieu à l'accord de Paris en 2015. Cet accord nous engage à sortir au plus vite des énergies fossiles pour atteindre la neutralité climatique en 2050. Et la seule solution crédible, c'est de substituer les sources d'énergie fossiles par de l'électricité décarbonée. Or, la crise actuelle montre à quel point il y a urgence. Alors, ma question, c'est pouvez-vous nous dire si au cours des dernières années, il y a eu des avancées significatives avec le soutien donc, des banques de développement public dont vous avez la présidence sur le plan mondial? Merci. Merci Joël. Marie-Arlette Carletti. Oui, Monsieur Rioux, je voulais vous dire que les socialistes sont très attachés à l'Agence française de développement parce que lorsque Lionel Jospin a transformé la Caisse française de développement en agence, il avait vraiment pour objectif d'abord de mettre fin à la France-Afrique et à ses dérives, mais aussi de trouver un outil pour financer le développement. Donc du coup, au début, on souhaite un outil pour financer le développement et chemin faisant, on ne voudrait pas se retrouver avec une banque. Donc je reprends ce qu'ont dit mes co-rapporteurs parce qu'ils sont très attachés à ça. Dans cette logique, vous le savez, la loi du 4 août 21 a souhaité favoriser la logique des dons. Ça a été très insistant là-dessus. Alors oui, vous avez répondu, bien sûr, le montant des dons en exécution a augmenté de 2017 à 2022, mais la part des subventions dans la ventilation totale de l'AFD reste très faible et aussi en faible croissance. Et d'ailleurs, en valeur absolue, les prêts ont davantage augmenté que les dons. Donc je reviens sur les positions de mes co-rapporteurs là-dessus. La deuxième question, c'est l'aide qui transite par les organisations de la société civile. Elle devrait doubler, donc atteindre d'ici la fin de l'année 2022 620 millions, je crois. Est-ce que ce montant va être atteint, sachant que pour nous, socialistes, vous savez qu'on avait en tête, et on continuera à se battre là-dessus pour obtenir le 1 milliard. Vous avez aussi évoqué, mais vous le savez, 1% seulement de l'aide mondiale transite par les organisations féministes. Alors que, franchement, les femmes, partout, dans tous les pays en développement, jouent un rôle fondamental. Vous avez évoqué ça tout à l'heure. Vous l'avez déploré dans des interviews que j'ai entendu, et tout à l'heure vous avez dit la moitié, ou j'ai pas bien compris, la moitié de notre budget y est consacrée. Donc voilà, pouvez-vous développer ça, parce que pour nous c'est fondamental. Une autre question, vous avez beaucoup développé dans les interventions que j'ai entendues, et là aussi maintenant, l'axe développement durable. Or, effectivement, vous le savez aussi, un dernier rapport du PNUD a montré le recul au niveau mondial de tout ce qui est besoin essentiel. Santé, éducation, traitement des enfants, etc. Des besoins vitaux. Je sais que les deux sont conciliables, mais je voudrais quand même que vous appuyiez là-dessus, parce que nous, dans l'article 10 de la loi, on a demandé à l'agence de financer en priorité les services essentiels dans les PMA et dans les 19 pays prioritaires dans lesquels, effectivement, il y a essentiellement l'Afrique. Deux dernières remarques, pour reprendre les deux remarques qui ont déjà été évoquées par les deux co-rapporteurs, mais je veux insister là-dessus. La première, c'est celle qu'a évoquée Luxori, c'est la stratégie 3D qui a été mise, de mon point de vue, en échec au Sahel. Alors, comment allez-vous, dans le nouveau contexte, continuer à travailler dans cette région, un nouveau contexte où il n'y a plus Barkhane et où la France n'est pas forcément toujours la bienvenue? Enfin, je finis par la remarque de Rachid Temal. Je crois que vous avez personnellement, puisque c'est de ça dont il s'agit, un bilan plutôt positif sur le plan économique. Mais en termes sociaux, il me semble que votre bilan est plus mitigé. Nous constatons, et Rachid l'a dit, une dégradation du climat social au sein de l'AFD, avec une réelle perte de sens de la part des salariés. Alors vous avez répondu en partie, mais vous avez répondu cadre social modernisé, alors que Rachid vous interrogeait sur le dialogue social et le rôle des partenaires sociaux. Voilà mes questions, Monsieur Rioux. Merci. Merci Marie-Arlette. François Patria, président. Je serai très bref, Monsieur le Directeur Général. D'abord, l'AFD, elle est connue des parlementaires, elle est connue de beaucoup de responsables politiques, mais est-elle vraiment connue des Français? Est-ce que les Français aujourd'hui connaissent bien l'action que mène l'AFD? Je pense qu'il y aurait intérêt aujourd'hui. Moi, les gens m'interrogent quand je leur dis qu'on va vous rencontrer aujourd'hui. Ils me disent, mais c'est qui, c'est quoi? Là, je crois qu'il y a besoin aujourd'hui
que l'AFD soit mieux connue des Français, ça permettrait de débloquer beaucoup d'autres sujets par ailleurs. Ma question, vous l'avez évoquée, serait très brève, vous l'avez évoquée un peu dans votre préambule, c'est la guerre en Ukraine a amplifié la crise climatique et la crise alimentaire, avec un contexte de sécheresse généralisée, avec des pays de très forte dépendance, notamment l'Afrique, pour l'import de matières premières agricoles. On voit même que les accords signés par les Russes aujourd'hui portent sur ce sujet en particulier. Un exemple, l'ONU nous alerte depuis 15 jours qu'en Somalie, la famine pourrait débotter dans 15 jours. Alors ma question est la suivante. Est-ce que l'AFD prend, mais vous l'avez évoqué, prend bien ses responsabilités dans cette situation? Et comment votre institution va-t-elle s'organiser pour répondre à cette crise qui a été amplifiée par la guerre en Ukraine? Merci, Président. Jacques Lenné. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général. La crise Covid a-t-elle permis une meilleure coopération avec les autres pays et organismes d'aide publique au développement? Est-ce que des événements comme Finances en commun, salués par le Président de la République lors de son discours aux ambassadeurs, permettent de construire une action coordonnée? Et mon autre question rejoint celle de François Patriat, et je m'appuie sur ceci. L'ONG Publish What You Fund analyse la transparence des principales agences de développement dans le monde. Et cette année, elle vous classe en 28 positions sur 50. Derrière le ministère fédéral allemand en charge de la coopération économique et du développement, mais aussi l'équivalent britannique. Bien que l'ONG note des progrès certains de l'AFD depuis 2013, quelles pistes étudiez-vous afin d'améliorer la transparence de vos actions à travers le monde? Merci, Jacques. Alain Joyandet. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je suis dans une position un peu particulière puisque je représente le Sénat au conseil d'administration de l'AFD. Donc, je ne veux pas dire que je suis juge et partie, mais un peu, puisque je suis amené à émettre des votes sur les résolutions qui nous sont proposées par le directeur général de l'AFD, le président. Je voudrais juste porter, si vous voulez, un témoignage en quelques points. D'abord, sur la croissance de l'AFD, je voudrais rappeler que c'est dans les années 2010, 2012, que le gouvernement a demandé à l'AFD de devenir beaucoup plus importante et d'avoir un rayonnement beaucoup plus important, si possible mondial. Donc l'agence a exécuté cette demande du gouvernement de l'époque, je le rappelle. Deuxième élément, l'agence doit faire face à des allers-retours qui sont liés souvent aux décisions politiques. Je vais prendre un exemple. En Afghanistan, les coopérants français ont fait un travail exceptionnel, avec des résultats exceptionnels que je suis allé moi-même constater sur place, y compris pour redonner une place aux femmes dans la société, dans le travail. Et du jour au lendemain, la décision politique a été de se retirer de l'Afghanistan. Que fait l'agence derrière? Elle est bien obligée de gérer les conséquences de ces décisions politiques. Voilà le deuxième exemple que je voudrais prendre. Puis enfin, une conviction qui est la mienne. Je pense qu'il ne faut pas opposer la politique des dons et la politique des prêts. Parce qu'au fond, ce ne sont que des moyens. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est la lutte contre la pauvreté. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la pauvreté? C'est ça l'objectif suprême de l'agence et des autres agences. Et je pense que dans certains cas, le don est indispensable, mais il a vite ses limites compte tenu de la situation financière de la France. Et dans d'autres cas, c'est le prêt qui atteint l'objectif de la réduction de la pauvreté. Et j'ai pu aussi le constater sur place. La meilleure solution pour faire reculer la pauvreté et faire arriver le progrès social, c'est quand même le développement économique. On a pu constater dans de nombreuses régions où l'agence est intervenue que là où nous avons financé des créations d'entreprises, là où nous avons financé de la formation, là où nous avons financé la création d'emplois, aussitôt, les problèmes sociaux reculent. Il y a moins de problèmes de santé, les petites filles sont scolarisées, je ne veux pas être trop long, parce que les femmes travaillent, on a cette recherche permanente
du progrès social, et finalement on l'atteint par ce développement économique. Donc je pense qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre les dons et les prêts. Et je pense que les ratios, les pourcentages sur les progressions des uns et des autres, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, au fond. Qu'est-ce qui compte? C'est de regarder, dans les pays où nous intervenons, si on arrive à contribuer au recul de la pauvreté. Et donc, c'est ça les objectifs principaux. Alors, je n'ai pas été le seul ici dans cette Assemblée à m'occuper de ces sujets en passant au gouvernement, mais je veux simplement témoigner que l'agence est en permanence obligée de changer, de s'adapter aux décisions politiques. Enfin, je veux dire que l'agence, même si elle a ce rôle social évidemment très important, est aussi une entreprise et qu'elle ne peut continuer son rôle social que si elle est en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, personne ne parle de la santé financière de l'agence, mais si l'agence n'a pas une bonne santé, elle ne peut pas continuer son action pour faire reculer la pauvreté. Alors je ne vais pas donner un blanc-seing au directeur général sortant, parce que je ne suis pas son avocat, il n'en a pas besoin. Je veux juste porter ce témoignage de la complexité et de cet objectif vraiment primordial qui est le nôtre, du recul de la pauvreté. Dans un monde particulièrement compliqué, il suffit de regarder ce qui se passe aux Nations Unies et aux différents rapports de force qui sont en train d'évoluer, entre notamment les États démocratiques et puis ceux que l'on appelle des États autoritaires. Et on voit bien que l'intervention de l'agence, avec des contraintes et des critères de gouvernance notamment, sont particulièrement difficiles. Donc il ne faut pas confondre les relations avec les États et puis les relations avec les peuples dans les pays où justement il y a de grandes souffrances et pour lesquelles nous devons intervenir. Voilà, Monsieur le Président, pardon d'avoir été juste un peu long, mais étant administrateur de l'AFD, je voulais vous apporter ce témoignage, puisque vous m'avez fait l'honneur de proposer au Président du Sénat d'être votre représentant. Et je dirais que s'agissant de cette évolution, grand développement, énormément, je suis chef d'entreprise à la base, quand vous avez des problèmes à régler qui sont liés un énorme et très, très rapide développement d'une entreprise, bien sûr, il y a des problèmes. Mais c'est quand même plus facile de régler ces problèmes-là que lorsqu'on est dans une entreprise qui est en décrépitude et qui se rapproche des grandes difficultés. Donc il y a des problèmes, mais des problèmes qui sont liés à la croissance, qui sont liés à l'emploi. Moi, je voudrais bien qu'en France, on n'ait que des problèmes qui soient liés à l'augmentation de notre activité économique et tout ce qui va avec. Donc évidemment, il y a tout ça. Et puis maintenant, il y a une stabilisation sur les 12 milliards. Et donc effectivement, est-ce que le directeur général sortant est le mieux placé pour continuer cette activité et assurer ce seuil, la gestion d'un nouveau seuil qui sera sans doute beaucoup plus permanent? J'ai tendance à penser que son expérience, sa disponibilité, et puis maintenant sa très grande connaissance de l'agence, le fait d'avoir géré les 2 premières phases, peut-être un atout pour l'agence. Et je lui ai déjà demandé sur la question du problème social à l'intérieur de l'agence, je l'ai dit d'ailleurs au conseil d'administration, qu'il me paraissait très très important d'avoir une attention particulière dans cette période pour le personnel de l'agence, parce que la coopération, le développement, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit, il passe, je pense, par une excellente ambiance à l'intérieur de l'agence. Merci, Monsieur le Président. Merci, Alain. Je rappelle que pour ceux qui nous suivent, Alain Joyandet était secrétaire d'État à la coopération. Maintenant, donc, Nicole Duranton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, l'État a procédé à plusieurs opérations de renforcement des fonds propres de l'AFD depuis 2016. Pourquoi ces renforcements ont-ils été nécessaires? Et savez-vous d'ores et déjà quels seront les besoins éventuels de l'agence après 2023? Je vous remercie. Merci, Nicole. Pierre Laurent. Oui, bonjour, Monsieur le Directeur général. Vous connaissez l'attachement de mon groupe à la question à l'aide publique au développement. Donc je pense que la décision que nous allons prendre par notre vote est importante.
Juste une remarque qui ne vous concerne pas personnellement, mais peut-être, je pense qu'il aurait été judicieux qu'on procède à ce vote et à cette nomination après avoir entendu la nouvelle secrétaire d'État chargée de la coopération, parce que quand même on est dans un... et peut-être aussi, le président y a fait allusion, qu'on ait des nouvelles, notamment de la commission d'évaluation qui a été décidée par la loi, parce que tout ça relève d'un pilotage politique national. Donc là, on va voter pour vous désigner ou vous donner un nouveau mandat. Il faudrait que ça s'inscrive dans une cohérence politique de l'action de la France, mais là, ce n'est pas une remarque qui vous concerne directement, c'est une remarque politique plus générale. Je le dis d'autant plus que je pense que vous avez mentionné, et c'est très vrai, nous en félicitons, l'augmentation des budgets de l'agence. On est quand même très loin, il faut le dire, d'avoir réglé la visée de notre programmation budgétaire, ça a été l'objet du débat. On n'a toujours aucune garantie que nous allons vers une augmentation régulière, encore moins vers l'objectif des 0,7. Or, tout ce que vous dites, par exemple le chiffre que vous avez cité sur la question de l'emploi en Afrique, montre que les enjeux de développement sont tout à fait considérables. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait à la hauteur. Quand tout le monde est tout à fait d'accord pour que, enfin, pas mon groupe, mais l'objectif des 2% de PIB pour les dépenses militaires ne font aucun débat, mais je constate que l'objectif des 0,7% pour le développement continue d'en faire beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment sur la bonne voie en la matière si on veut assurer dans la durée la sécurité humaine globale qui passe par les enjeux d'alimentation, d'énergie, de climat, de la promotion des droits des femmes, enfin toute une série de questions que vous avez citées. De ce point de vue, vous avez évoqué à nouveau, moi j'ai une question sur le concept 3D. D'abord, il n'a pas donné des résultats excellents au Mali, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la question, ce n'est pas seulement qu'il y ait le développement dans les 3D, c'est de savoir si nos objectifs de développement sont assujettis à d'autres objectifs et des objectifs d'influence et des objectifs militaires. Je pense que la politique de développement de la France a vocation à être présente dans le monde entier. J'espère que les interventions militaires de la France n'ont pas vocation à se développer dans le monde entier. Donc je pense que on est en train de développer un lien qui peut être très problématique. D'ailleurs, juste à ce sujet, j'ai une question, puisque vous avez évoqué la coopération décentralisée comme un acte de soutien. J'ai organisé début juillet ici un colloque sur la question de la coopération décentralisée avec le Mali, qui est évidemment mise très en difficulté par la situation. Donc là-dessus, j'avais une question précise. Est-ce que l'AFD est prête à appuyer la poursuite de projets de coopération décentralisée au Mali dans la situation actuelle? C'est une demande très générale de ceux qui sont engagés dans ces coopérations. Et vous savez que la situation politique et militaire a fait peser un très lourd danger sur la poursuite de ces projets qui sont pour beaucoup à l'arrêt, alors que pour la population, ça a des conséquences absolument dramatiques. Donc j'avais une question précise là-dessus. Une autre remarque que je voulais faire, mais ça rejoint ce qui était dit, une préoccupation ou une incompréhension, vous l'avez évoqué, sur la situation sociale de l'AFD. On a tous effectivement été très sollicités par les organisations syndicales. C'est très problématique parce que, évidemment, dans une agence dont le personnel, en plus, est un personnel très qualifié dans l'ensemble, l'engagement humain des personnels, évidemment, est un des éléments déterminants de la réussite du travail de l'agence. Donc, est-ce que cette situation va réellement changer? L'origine du problème ne vous appartient pas forcément, vous l'avez signalé. C'est la volonté moi j'appelle ça casser le statut, comme on l'a fait dans d'autres secteurs publics. Ce n'était pas forcément une très bonne idée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on aura besoin des personnels de l'agence pour mener à bien les politiques. Donc est-ce que cette situation va
va changer. C'est aussi une de mes questions. Et dernière remarque, je m'excuse si je suis un peu long, c'est comment vous concevez, moi je considère que la politique de développement devrait avoir un objectif prioritaire, au-delà de tous les objectifs ciblés sectoriels qu'on a, qui est de favoriser le développement endogène des pays que nous aidons. Parce que l'objectif de l'aide publique au développement, c'est que les pays puissent un jour, si possible, s'en passer, au-delà de la nécessaire coopération. Donc comment est-ce que vous envisagez de faire évoluer le ciblage des projets de l'AFD pour prioriser des projets qui servent le développement endogène et les infrastructures endogènes des pays concernés? Je pense que si nous ne prenons pas ce tournant, nous raterons l'objectif de l'APD. Et de ce point de vue, j'ai dit que les questions n'étaient pas personnelles mais plus politiques. Mais ma dernière question, puisqu'on va... Êtes-vous l'homme de ce tournant nécessaire? C'est la question que je vous pose. La question qui tue. Merci Pierre. Olivier Cadic. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Directeur Général. Vous avez évoqué votre objectif de respecter les droits humains en mentionnant l'angle des institutions, de la gouvernance. Et d'après les observateurs de terrain, des interrogations s'expriment lorsque des entreprises chinoises mettent en œuvre des projets financés par l'AFD en Afrique. Comment garantissez-vous que ces entreprises respectent justement les droits humains conformément à nos critères? Est-ce que votre objectif de respect des droits humains prévoit une évolution de vos procédures d'attribution de financement lorsque certains types d'entreprises utilisent justement des méthodes qui ne sont pas reconnues par nos standards? Un de mes amendements adoptés lors du vote de la loi sur l'aide publique au développement l'an dernier portait sur les TPE-PME françaises à l'étranger. La loi reconnaît désormais le rôle actif des entrepreneurs français à l'étranger dans l'aide publique au développement. Cela doit permettre aux TPE-PME de droit local détenus par des entrepreneurs français à l'étranger et les filiales des TPE-PME françaises à l'étranger de pouvoir bénéficier d'un accès facilité au crédit par le biais de garanties offertes par l'AFD, alors qu'elles en étaient auparavant souvent écartées. Comment envisagez-vous de répondre à cette attente exprimée dans la loi? Pouvez-vous vous engager à mettre en place un indicateur qui nous permettrait de suivre chaque année les progrès consacrés au financement de nos PME engagées dans l'effort de développement? Je vous remercie. Merci Olivier. Enfin pour finir, Joëlle Garriaud-Mellam. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, beaucoup de questions ont été posées par mes collègues. Alors moi, je voudrais vous exprimer des remerciements. Remerciements parce que cette agence française de développement est une fierté pour la France. Je trouve que vous l'avez conduite remarquablement, je tiens à le dire. Et je voudrais aussi saluer votre engagement personnel sur un certain nombre de dossiers. Je pense en particulier aux entrepreneurs français, les petits entrepreneurs français que vous avez aidés pendant la crise du Covid, et vous vous souvenez que ce n'était pas gagné, que nous avons beaucoup argumenté, je vous en avais beaucoup parlé. Je voudrais vous remercier aussi pour l'aide publique au développement et le soutien dont vous nous avez parlé. Vous nous avez annoncé ces 50 millions d'euros. Là encore, ce n'était pas gagné. Nous nous sommes battus avec la Commission et en tant que rapporteur sur ce budget, vraiment, je vous en suis très reconnaissante parce que c'était absolument essentiel. Sur les droits des femmes et des enfants aussi, des dossiers qui me sont chers là aussi. Et je voudrais mentionner, parce que la question vous a été posée tout à l'heure par Rachid Tembal, la question des liens avec le Parlement. Vous avez initié un processus qui me paraît très intéressant, qui est l'accompagnement par des parlementaires de certaines missions à l'étranger. Nous avons été quelques-uns à le faire et je trouve que c'est une initiative tout à fait remarquable. J'ai eu le privilège de pouvoir vous accompagner en Moldavie, pays menacé actuellement du fait de la crise en Ukraine, où vous avez apporté un soutien aux associations humanitaires, vous avez apporté un soutien aux petits entrepreneurs. Cette mission
je vais faire court, a eu un impact extraordinaire et je pense vraiment que c'est un privilège pour les parlementaires de vous accompagner. Je pense aussi que c'est positif pour l'AFD de montrer le soutien du Parlement. C'est vraiment un processus gagnant-gagnant, donc je voudrais vous encourager à continuer dans cette voie si vous êtes bien sûr réélu, ce que j'espère bien évidemment. Merci. Alors, en fait, nous avions aussi oublié Catherine Dumas, à qui je donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, je voudrais revenir, vous avez dans votre exposé parlé d'une agence plus pertinente quant à ses choix d'intervention, et on voit bien, toutes les interventions l'ont montré qu'il y avait une évolution de l'action du groupe AFD. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit le rapporteur Huxory dans son intervention en parlant de la Chine. Depuis 2004, l'AFD intervient dans le cadre d'un partenariat avec les autorités chinoises pour développer des actions de coopération en matière de développement durable et aussi de lutte contre le changement climatique. On sait que ces projets sont financés par l'AFD, donc je voudrais que vous nous donniez quelques précisions. Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas les moyens de financer elle-même ce type de projet? Et puis surtout, justement, est-ce que c'est compatible avec les nouveaux objectifs que vous vous fixez? Voilà, très bonne série de questions auxquelles il vous appartient de répondre. Vous avez la parole, Monsieur le Directeur général. Merci, Monsieur le Président, et merci, merci à vous toutes et tous pour ces questions. Voilà, je vais les regrouper d'abord peut-être en 4 blocs, puis si j'ai le temps, je passerai dans mes notes pour n'oublier personne, dans l'espoir de pouvoir poursuivre cette discussion, évidemment, au-delà de cette audition. Le premier point, c'est, vous l'avez dit, les institutions de développement sont prises depuis 2015 dans une très forte tension, qui est évidemment la volonté, le souhait, la nécessité d'allouer le maximum de ressources possibles pour financer ce que personne ne finance, au fond. Et donc, pour aller dans les territoires les plus reculés, auprès des populations les plus défavorisées, et pour lutter contre la pauvreté. Donc, n'ayez aucun doute sur le fait que c'est la volonté de cette agence. Et on est très heureux d'être revenu dans le Sahel, j'en dirais un mot, dont on avait quand même un peu disparu, trop longtemps, faute de moyens en subvention, puisque dans un certain nombre de ces territoires ou dans les domaines sociaux, il faut des dons, évidemment. Et il en faut plus, je dirais. Enfin, l'agence est prête à en gérer toujours plus. C'est la décision que vous prenez chaque année dans les lois de finances. Donc, il faut allouer le maximum pour faire ça, évidemment, mais, et vous l'avez écrit dans les objectifs de la politique de développement dans la loi, nous sommes aussi, depuis 2015, avec l'accord de Paris et les objectifs de développement durable, finalement chargés d'une autre mission, qui est d'essayer de mobiliser le maximum d'acteurs pour lutter contre le changement climatique. Les deux missions étant liées d'ailleurs, et le faire avec évidemment nos valeurs et avec une qualité qui inclut aussi le respect des droits humains. C'est les 3 objectifs que vous avez fixés dans la loi. Et donc la difficulté du travail de cette agence, c'est d'arriver à concilier, et elle a évidemment besoin d'une clarification politique, c'est ce que vous faites, et c'est ce que fait le contrat d'objectifs et de moyens sur où est-ce qu'on met nos forces. Étant entendu, je crois qu'il faut faire les 3, et que c'est la mission que vous nous avez confiée. Alors, plus de dons, bien sûr. On est gréé pour maintenant gérer des volumes significatifs de dons, y compris dans des situations très difficiles. Le faire avec la coopération décentralisée, bien sûr, Monsieur Laurent. Au Mali, on a effectivement, dans la difficulté où nous sommes, on a arrêté les financements avec le gouvernement malien, les autorités maliennes, disons. On cherche évidemment, c'est le mandat, en tout cas politique, qui est le nôtre, à maintenir des actions auprès de la société civile ou des collectivités locales, de la population malienne. Donc, bien sûr, à la réserve de la sécurité pour nos collègues et pour vos
les agents des collectivités locales qui s'engagent, et les élus qui s'engagent dans la coopération décentralisée. On est tout à fait désireux de poursuivre et d'amplifier cette action. On a d'ailleurs beaucoup augmenté. On est à 13 millions d'euros maintenant sur la coopération décentralisée en lien avec le ministère. On cherche des projets en fait, hein, on en cherche plus, pas que dans le Sahel bien sûr. Et je vous ai donné les chiffres sur l'augmentation très rapide des projets accompagnés. Le climat, le développement durable, évidemment, on ne peut pas le faire tout seul. On n'est pas avec 12 milliards d'euros à l'échelle de ce problème. Et donc là, je réponds à la question du sénateur Guerriau. On essaie de le faire avec les autres institutions financières publiques, les autres banques publiques de développement. Et ça, donc, l'une des façons de le faire, c'est ce club IDFC, 28 même maintenant, avec des banques publiques puissantes, hein, un peu partout dans le monde, beaucoup dans les pays émergents, où c'est là quand même que va se jouer la bataille de la transition énergétique, de l'arrêt du charbon, des énergies renouvelables, de la baisse des émissions. On a lancé au-delà même de ce club IDFC, qui fait quand même chaque année plus de 200 milliards de dollars d'investissement dans le climat. Hein. On a fait 1000 milliards de dollars avec tous nos collègues depuis l'accord de Paris. Bon, l'AFD, c'est 6 milliards par an, mais vous voyez, on a une discussion avec des institutions financières nationales hein, dans les pays, qui sont devenues nos amis, très puissantes, et je crois, à l'échelle des problèmes où nous sommes, s'ils arrivent bien sûr à mobiliser aussi des flux financiers privés, et à les tourner dans la bonne direction. Ça, c'est le travail donc, dans cette autre enceinte qui s'appelle Finance en commun, qui est là, non pas 28, mais l'invitation faite à toutes les caisses des dépôts, finalement, du monde, de travailler sur les bonnes méthodologies, d'orienter leurs investissements le plus rapidement possible vers le développement durable. Et c'est, moi je l'ai découvert hein, depuis 6 ans, c'est vraiment un groupe, une enceinte où j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui j'étais pas d'accord, pour être tout à fait clair. Donc il y a là quelque chose d'assez spécial et l'AFD veut, voilà, encore une fois, faire le plus possible avec les moyens que vous nous donnez là où il n'y a personne et faire le plus possible, à la limite avec le moins de moyens possible, vous voyez, en démultipliant avec les autres institutions financières publiques. Mais on a bien sûr cette tension qu'il faut gérer, sur laquelle on a besoin d'orientation politique. Vous en avez donné une très claire. Sur les sujets plus géopolitique. Bon, le 3D, pour moi, c'est le retour de la politique de développement. C'est le mot qu'on a trouvé. Je me souviens, en 2016, discuter avec certains amis, collègues, leur dire 3D, et ils me répondaient, mais Rémi, je ne comprends pas ce que tu dis. Il n'y en a que 2. Et la politique de développement a peut-être à un moment été considérée uniquement comme l'instrument d'autres politiques. Vous l'avez dit, Monsieur Laurent. Moi, je pense, et vous l'avez fait avec tellement de force dans une loi, que c'est une politique publique dont l'agence est l'opérateur, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire, de mon point de vue, qu'elle ne doit pas s'articuler avec les autres politiques publiques, dès lors que ses moyens ont été restaurés et que sa fonction est claire pour tout le monde. Donc c'est ça pour moi le sens de 3D, et elle n'est pas subordonnée en fait à d'autres politiques publiques. Elle est un pilier de notre action internationale, à combiner évidemment par les autorités politiques, à pondérer avec nos autres capacités finalement, visage à l'international. C'est ça dans la plupart des pays du monde d'ailleurs. Et c'est de nouveau, je dirais, fortement le cas en France. Et évidemment, le directeur général de l'AFD en est particulièrement heureux, et je pense que dans le Sahel c'est très important d'avoir le 3e D, parce que sinon on fait de mauvaises analyses. On a peut-être cru qu'on allait stabiliser, rétablir la situation dans le Sahel de façon rapide, qu'on allait aussi faire du développement peut-être de façon un peu mécanique, on pacifiait puis on développait. Nous on s'est prêté à ce jeu effectivement. Ça nous a d'ailleurs, je remercie le ministère de la Défense hein, qui a beaucoup expliqué les limites de son action et la nécessité de renforcer les moyens du développement. On est passé à l'évidence à une autre étape maintenant, bien sûr, qui rend, je crois, encore plus nécessaire cette action de long terme, cette action sur les causes sociales, les causes économiques, les causes climatiques de ces crises. Et je le dis évidemment avec le plus de modestie possible. De retour dans le Sahel, l'agence est de retour, elle fait beaucoup de choses avec beaucoup de partenaires, mais dans une situation qui est très dégradée, bien sûr.
Et comme le militaire n'était pas la seule solution, le développement ne l'est pas non plus. Je pense que c'est de la combinaison et du soutien et de l'attention qu'on apporte à ces pays, à ces populations, que j'espère un avenir meilleur se dégagera. Donc ça, c'est une façon de répondre aussi à la priorité des pays pauvres. On a quand même beaucoup augmenté dans les pays les moins avancés nos financements. On a beaucoup augmenté aussi de près de 80% dans les pays prioritaires de l'aide française depuis 2016. C'est sans doute pas assez encore, hein, je suis tout à fait prêt à le dire et je voudrais faire plus, mais la tendance, je dirais, est positive. Les autres questions que vous m'avez posées portent plus sur des pays plus développés, disons plus avancés. L'Ukraine, M. Patria, bien sûr. Donc l'AFD n'a pas de mandat à ce jour en Ukraine. Nous y sommes intervenus en urgence un peu pour faire un premier prêt de soutien budgétaire sur les activités civiles, sur les services de base de 300 millions d'euros il y a quelques semaines. Peut-être nous serons à nouveau appelés à le faire. Expertise France, désormais dans le groupe, a un peu d'action, notamment sur la question des crimes de guerre, sur le renforcement de la justice, qui je pense est utile. Proparco avait quelques investissements, ça ne fait pas un mandat aujourd'hui ukrainien, je dirais. C'est une question, je pense, à présent que nous sommes en Moldavie, en Géorgie, dans le Caucase, dans les Balkans. Est-ce que la somme de ces interventions fait une stratégie, un objet stratégique que j'ai dit dans mon propos liminaire autour de l'Union européenne, on pourrait le voir aussi autour de la Russie, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire pour le 3e D, cette très grande fracture géopolitique qui s'est ouverte? Donc ça, c'est pour ces pays, évidemment, où on fait plutôt des prêts d'ailleurs, parce qu'ils sont plus riches que les pays pauvres. Et puis derrière, la question que vous posez, monsieur le sénateur, bien sûr, c'est les conséquences de la crise ukrainienne, cette fois sur les pays pauvres. Et donc là, bien sûr, on est très attentifs, on est tous très inquiets sur les questions de sécurité alimentaire. Le président de la République, je crois, hier a annoncé que la France, à l'AFD, mais soutiendrait financerait la sortie de céréales vers la Somalie, où il y a une crise très aiguë, très inquiétante. Il y a derrière la question des engrais, il y a derrière la question de chaînes de valeur plus courtes. Il y a la question peut-être d'un développement endogène, c'est-à-dire que les pays arrivent à s'approvisionner en ressources alimentaires, en engrais, en technologies plus proches finalement que ce qui est devenu la mondialisation qui, à l'évidence, doit être revue. Et donc on veut, bien sûr, on doit être un instrument de cette redéfinition de façon très, très, très concrète et avec, bien sûr, les entreprises françaises, nos PME qui sont souvent très adaptées à ces marchés, comme l'a dit le sénateur Cadic. Après, bien sûr, vous avez posé la question d'autres pays émergents avec lesquels les relations bilatérales sont complexes, difficiles. J'ai noté dans la discussion Turquie, Brésil, Chine en particulier. Je regrouperai Turquie et Brésil juste pour dire d'un mot que l'essentiel de ce que fait l'Agence française de développement en Turquie comme au Brésil n'est pas avec le gouvernement central. En fait. En Turquie, par exemple, 75% de nos financements passent par les municipalités, le secteur privé, les banques publiques, d'autres acteurs, d'autres emprunteurs finalement que le gouvernement. Et donc je pense, encore une fois, in fine, tout ça est un choix politique. Donc il appartient aux autorités politiques de décider si l'AFD a un mandat en Ukraine, un mandat en Turquie, un mandat en Chine ou pas. Mais je pense qu'on est un instrument qui permet à notre pays de tisser des liens, de repérer, d'accompagner des acteurs de façon assez profonde au-delà des relations d'État à État. En fait. En tout cas, c'est très frappant. Au Brésil, par exemple, depuis l'élection du président Bolsonaro, l'AFD fait beaucoup de financement, plus même qu'avant, mais elle le fait avec les États fédérés brésiliens, qui, vous savez, d'ailleurs, sont souvent politiquement d'un autre bord. Et donc, évidemment, je pense, je ne sais pas ce qui se passera au Brésil, mais nous pouvons jouer ce rôle un peu contracyclique, je dirais, ou complémentaire du rôle que jouent nos ambassades, bien sûr, et nos liens politiques. Sur la Chine, évidemment, j'ai trop peu de temps, et on en a déjà parlé d'ailleurs dans plusieurs auditions. Bon,
Le mandat fixé par le gouvernement, rediscuté périodiquement, la dernière fois à l'été 2020 au conseil d'administration de l'AFD, c'est un mandat très clair. C'est un mandat sur le deuxième objectif de la loi, c'est-à-dire biens publics mondiaux. Nous, on est en Chine pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le climat et la biodiversité, exclusivement. On l'est évidemment par des projets concrets, souvent avec des PME françaises, d'ailleurs, je me souviens d'en avoir visité, qui font d'ailleurs des innovations qu'elles aimeraient ramener en France. Je me souviens d'un dirigeant de PME qui m'expliquait ça dans le bus là, en Chine, donc ça m'avait intéressé sur un financement de l'AFD. On le fait évidemment avec zéro coût budgétaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent du contribuable français dans les financements que nous faisons en Chine. On lève de l'argent sur les marchés. J'avais eu la maladresse, d'ailleurs, je me souviens il y a quelques années, de dire que parfois cet argent était chinois. J'ai eu tort. Voilà. Bon. C'était juste pour vous expliquer à l'époque que c'était finalement par certains aspects de l'argent chinois qui était réinvesti en Chine avec des intérêts français. C'était cette formule que j'avais trouvée maladroitement. Bref, en tout cas, évidemment, il n'y a pas d'argent du contribuable français dans nos activités. Et puis, je crois qu'on fait des bons projets. On a discuté d'ailleurs en conseil d'administration, Monsieur le ministre, récemment, une évaluation de la somme des projets qu'on a fait depuis une dizaine d'années en Chine. Et cette évaluation, elle est à votre disposition, elle est publique, elle est bonne. Donc, ayant dit ça, il ne suffit pas de faire de bons projets. On est évidemment un élément de la relation bilatérale entre la Chine et la France, dont le président a encore fixé la ligne récemment devant les ambassadeurs. Et donc c'est aux politiques, in fine, de décider de notre mandat. Sur le dialogue social, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, je l'ai entendu d'ailleurs aussi à l'Assemblée nationale. La vérité, c'est effectivement, c'était un peu lié à la fin de mon deuxième mandat. J'ai un peu pressé le pas en fin de mandat, parce que je pense que c'est l'intérêt, c'était nécessaire pour l'agence dont le corps social, qui a recruté près de 2000 personnes quand même, qui a désormais 2 filiales, qui ont des métiers très différents, des modèles économiques très différents. Oui, de mettre un peu plus de diversité dans le cadre social de l'agence et d'y mettre aussi un certain nombre d'incitations qui sont plus alignées sur la stratégie fixée par les autorités politiques, retranscrite ensuite dans le contrat d'objectifs et de moyens et le plan stratégique. Je crois qu'on l'a fait, encore une fois, je vous le redis, le dialogue social a pu être tendu, mais il n'est pas rompu, pas du tout. Je l'ai encore vérifié avant de vous voir hier en recevant toutes les organisations syndicales. Et maintenant qu'on est revenu dans l'entreprise, je prends l'engagement devant vous, évidemment, si vous me faites confiance, que vous n'en entendiez plus parler. Et que nous poursuivions cette grande transformation qui est très exigeante de cette façon. J'ajoute un point sur le dialogue social dont je suis très fier. L'AFD est, à ma connaissance, la seule entité qui a donné une voix dans le dialogue social à ses agents de droit local. Nous avons créé un comité des représentants des États étrangers où nous élisons, et le corps électoral, c'est nos agents de droit local qui n'ont pas le droit d'être représentés dans le CSE de l'entreprise. Ils viennent à Paris 2 fois par an et ils nous expriment leurs revendications et leur voix aussi, parce qu'ils ont un jugement, une appréciation sur le fonctionnement de l'agence qui est singulière et qui est précieuse. Et donc on a comme ça, dans le dialogue social, une diversité qui, à ma connaissance, dans des institutions aussi internationales que l'AFD, n'existe nulle part ailleurs. Et on l'a créé, je dirais, sans obligation juridique. Ce n'est pas dans le droit du travail, mais on l'a fait et on en est, je crois, très, très heureux. Le lien avec le Parlement, pour terminer, avant peut-être les points plus précis. Donc, je le redis, notre grande disponibilité à renforcer ces liens toujours plus, donc plus de redevabilité. Peut-être on pourrait imaginer un canal d'information aussi, un peu plus direct, pour que vous ayez connaissance des actions, des évaluations, des projets de l'agence, sous forme d'une lettre, peut-être d'information. J'ai lu le livre d'Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, qui exprime sa grande satisfaction de venir en audition devant la commission des finances, les commissions des finances, de façon plus régulière peut-être que je ne le fais, et pas seulement dans la discussion de la loi de finances, c'est-à-dire de venir peut-être une autre fois
parler de l'agence, parler de développement. Donc évidemment, je répondrai à ces invitations si vous le souhaitez. Et on pourrait les préparer peut-être par aussi des réunions de travail périodiques, avec d'abord, me semble-t-il, vos rapporteurs, mais peut-être ouvertes à tous, où vous ne verriez peut-être pas que moi, mais aussi Marie-Hélène Loison est là, les collègues de l'agence plus experts que moi, il faut bien le dire, sur les questions que vous avez soulevées et qui vous préoccupent. Les visites de terrain conjointes, je partage l'avis de Madame la sénatrice, c'est formidable. Moi, si on peut systématiser ça, et si vous le souhaitez, c'est très heureux. Et l'avis sur les stratégies me semble très intéressant. Je serais preneur aussi, là aussi M. Patria l'a dit, l'agence est connue, on fait des sondages chaque année. La notoriété de l'agence, c'est les gens disent 1 Français sur 2 la connaissent. Bon. Quand on regarde plus précisément, c'est plutôt 10%. Donc, et 10%, c'est les gens qui aiment l'aide au développement, c'est plutôt des CSP+. Enfin donc on a un vrai sujet au-delà de oui, j'en ai entendu parler, de monter les gens qui nous connaissent vraiment et qu'ensuite ça diffuse plus fortement. Donc je serais très preneur aussi d'un échange sur la stratégie de communication de l'agence avec vous, évidemment, qui savez mieux que moi la façon d'atteindre les Françaises et les Français, et en particulier notre jeunesse sur ce point. Donc peut-être voilà, quelques éléments qui pourraient permettre, outre les évaluations, hein, Monsieur le Président, là aussi on peut venir vous présenter des évaluations si vous le souhaitez, comme on le fait au Conseil d'administration maintenant très régulièrement. Si j'ai encore le temps, Monsieur le Président, en passant rapidement dans vos questions, pour Monsieur Guerriot, je crois avoir répondu. On sera à Abidjan avec toutes ces banques publiques du 18 au 20 octobre prochain. On espère faire en Amérique latine, sous présidence espagnole de l'Union européenne, le sommet l'année suivante. C'est un sujet géostratégique à mon avis majeur, qui souffre peut-être d'un trop faible investissement aujourd'hui. L'agence, c'est 2 milliards d'euros d'investissement en Amérique latine chaque année. On y a accumulé beaucoup d'expériences qu'on souhaite renforcer encore. Pour Madame Carlotti, non, l'AFD, c'est l'inverse de la France-Afrique. Hein, ça l'a toujours été. J'évoque les mannes de André Postel-Vinet et de tous nos grands anciens. Ils se sont construits en partie contre ça, clairement. J'ai moi-même publié récemment un livre avec l'historien et philosophe Achille Bembe, qui je crois est très explicite sur ce point, dans le travail qu'a engagé le président de la République de renouvellement, de redéfinition, évidemment complexe, de notre relation avec l'Afrique, qui est une très grande priorité. Prêtons, je crois que je vous ai dit, les prêts c'est bien aussi, hein, je suis d'accord avec M. Wijoriande, et ça permet de passer à l'échelle, et puis c'est plus économe de l'argent du contribuable quand même, et ça atteint, dès lors que c'est des prêts d'une banque publique, c'est-à-dire avec les listes d'interdictions, les priorités, le filtre qui assure la même qualité finalement que ce qu'on peut faire avec des dons. La société civile, encore une fois, quand je suis arrivé en 2016, c'était 65 millions, les financements de l'AFD vers la société civile. On est à 165 millions. On a cette cible d'augmenter encore. Et puis, ce que j'ai fait, c'est au-delà du guichet que je mesure ici, on travaille maintenant beaucoup plus avec la société civile dans le reste des projets de l'AFD. Et donc quand on a une réunion annuelle d'ailleurs avec Coordination Sud pour faire le point, en fait les financements de l'AFD, tous instruments confondus, parfois des prêts d'ailleurs, qui sont mis en œuvre ensuite par des organisations de la société civile, c'est plutôt de l'ordre de 500 millions en fait aujourd'hui. Et je ne vois pas de raison de ne pas continuer à augmenter cette part, dès lors évidemment que nos partenaires mettent en œuvre selon les critères, avec l'exigence que nous souhaitons, et ça contribue aussi à renforcer. On a aussi ouvert le guichet société civile cette année pour la première fois aux organisations de la société civile du Sud, alors qu'il était, vous le savez, réservé aux organisations, aux ONG françaises. Donc on fait ça aussi prudemment, et ça suppose d'augmenter probablement la taille de ce guichet, mais je crois que c'est une évolution intéressante. Et le gouvernement a aussi souhaité l'ouvrir aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc là aussi qui sont plutôt nationaux, mais qui, pour certains d'entre eux, veulent développer aussi une activité internationale. Sur l'égalité femmes-hommes, on a des instruments spécifiques pour renforcer les associations féministes du Sud.
Donc on a un fonds notamment où il y a 40 millions d'euros. Enfin, il va falloir le recompléter bientôt. Donc on a à votre disposition beaucoup d'actions auprès d'ONG, de défenseuses des droits des femmes. C'est intéressant d'ailleurs parce que leur voix n'est pas forcément la même que celle des associations en France, parce qu'elles partent évidemment d'un contexte différent. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre aussi de la façon dont ces femmes et ces hommes font progresser l'égalité de droit. Et plus globalement, le chiffre de 50% que j'indiquais, en fait, c'est, vous savez, les marqueurs de l'OCDE, CAD 1, CAD 2 dans notre horrible jargon, c'est-à-dire les projets qui ont un effet soit direct, soit indirect, ça c'est CAD 2, dont on peut mesurer l'impact pour l'égalité femmes-hommes. C'est comme pour le climat, ça ne veut pas dire que les 50 autres % sont mauvais, mais c'est les financements sur lesquels on est capable de rendre des comptes et de mesurer que ça a une contribution positive. Et ça, on a beaucoup augmenté là aussi, et le CAD 1, qui est le plus difficile, on est à peu près à 800 millions, au-delà des objectifs du COM, et le CAD 2, évidemment, qui est plus dans d'autres projets où on ajoute la dimension de genre. Monsieur Patria, j'ai répondu, je crois, et sur les sondages et sur l'Ukraine. Monsieur Lenay, alors oui, on est 28e sur 50 au classement Publish What You Fund. La tendance est bonne quand même. On a 12 points de plus, on a gagné 5 places et surtout on a changé de catégorie. Comme je l'ai dit, on est passé dans la catégorie bonne, good. Donc on est très clairement en progrès dans ce domaine. Il y a une limite à ça. C'est une limite qui dépend de vous d'ailleurs, c'est que l'AFD est soumise par exemple à la loi bancaire et au secret bancaire. Et donc ceux qui sont tout en tête du classement de la transparence, c'est des institutions multilatérales qui n'ont pas ce type de contraintes légales en fait. Donc on va progresser, on va continuer, on y travaille, on a un plan d'action. On sera probablement jamais premier dans cette liste, j'en suis désolé. Monsieur Joyandet, je vous remercie évidemment pour votre témoignage. Proparco a doublé de taille aussi les 6 dernières années. Donc l'axe développement économique, secteur privé est évidemment très, très prioritaire, je l'ai dit aussi dans mon propos. Madame Duranton, les fonds propres, il y a 2 déterminants. Il y a ce qu'on appelle le ratio de solvabilité. Donc il faut avoir 11,75% de son bilan en fonds propres durs. On a une petite décote, on veut 13,25 nous. Donc ça, on y veille très attentivement. Et puis ce qui est le plus mordant pour nous, c'est ce qu'on appelle le ratio des grands risques. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir plus du quart de vos fonds propres sur un seul client. Et donc quand vous êtes aussi actif que nous le sommes auprès du gouvernement du Maroc, par exemple, périodiquement l'AFD tangente ce niveau de... D'ailleurs, nous on ne prend pas 25%, on prend 23% pour avoir un petit peu de marge. On tamponne un peu ce niveau, et d'où la nécessité périodiquement, en tout cas, de renforcer les fonds propres de l'agence. Elle l'a fait depuis 1941 par ses résultats, en fait, elle n'avait jamais été recapitalisée, et c'est vrai que ce gouvernement, depuis 2017, a rehaussé de 4 milliards le niveau des fonds propres. Bon, là, on est normalement à peu près bien pour faire 12 milliards par an. S'il y a une ambition supplémentaire, il faudra aussi revoir le montant du capital, compte tenu de ces ratios qui sont fixés par la Banque de France, en fait, évidemment, qui nous régule. Monsieur Laurent, je crois avoir répondu à vos points. Le développement endogène, c'est le développement pour moi. Donc, c'est évidemment, j'ai dit une agence du côté des autres. Nous, notre travail a toujours été... Vous savez, les procédures de l'AFD, c'est jamais l'AFD qui fait elle-même, en fait. Sauf vraiment une exception. Nous, on apporte toujours des financements à un acteur local. Ça nous distingue d'ailleurs très nettement de l'agence américaine, par exemple, qui s'appelle USAID. Vous savez, USAID a pris l'engagement de faire passer 30% de ses financements par des acteurs locaux. Aujourd'hui, ils sont à 6%. Et donc j'ai demandé, moi, mais que fait l'AFD à mes équipes? Et en fait, l'AFD, elle fait passer plus de 90% de ses financements par des acteurs locaux. C'est assez logique d'ailleurs quand on fait des prêts, parce que vous n'allez pas faire un prêt et garder l'argent vous-même. Donc ça veut dire qu'on a depuis très très longtemps cette volonté, ce souhait de faire confiance et de renforcer bien sûr par de la formation, de l'accompagnement, les maîtrises d'ouvrage locales dans tous les pays où nous intervenons. C'est notre mode de faire.
Monsieur Cadic, sur les entreprises chinoises, j'ai évidemment des chiffres à votre disposition, c'est très très faible dans les financements de l'AFD. Bien sûr, ces appels d'offres, ces cahiers des charges doivent respecter l'ensemble des conditions qui incluent le respect des droits humains, ne pas faire commerce d'armes. Il y a évidemment des critères très stricts et aucune exception faite, quelle que soit l'entreprise qui gagne le marché. J'ai aussi à votre disposition, bien sûr, les chiffres de ce dispositif un peu expérimental qui avait été mis en place, si Madame la sénatrice en a parlé, pour appuyer les PME frappées par la crise Covid, avec un accent particulier, une information qui a été donnée pour les PME de droit étranger, mais détenues par des entrepreneurs français. On a quasiment utilisé l'ensemble de la dotation. Je pense ça a permis de libérer à peu près 800 millions d'euros. On a aidé, je pense, à peu près 500 entreprises. On l'a fait beaucoup avec la Société Générale dans 7 pays sur les 15 où on a déployé ce mécanisme de garantie. C'était expérimental, donc je pense à un retour d'expérience, un bilan, et de voir si ça peut devenir quelque chose de plus régulier au-delà du Covid dans l'activité de l'agence serait certainement extrêmement intéressant. Voilà, pardon, je conclus, j'ai peut-être oublié certaines remarques. Je conclus, Monsieur le Président, en vous remerciant, en espérant vous avoir convaincu de la maîtrise de ces dossiers, de l'agence, et en prenant encore à nouveau devant vous ces engagements évidemment de géopolitique, de qualité dans les projets et de poursuite de la transformation de l'agence dans le dialogue social tel que je les ai exprimés. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. 3 observations pour conclure ce débat. Tout d'abord, je pense que vous avez perçu à travers les observations et les questions de nos collègues notre volonté de voir la loi du 4 août 2021 appliquée, parce que les parlementaires ne travaillent pas quand même pour le plaisir, ils travaillent pour faire avancer les choses. On a fixé un certain nombre d'orientations, vous les avez rappelées, et notamment sur les grands équilibres, sur les répartitions, prêts et dons, etc., multilatéral, bilatéral, je pense que c'est très important, et surtout le comité d'évaluation, car c'était une volonté très forte du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, de pouvoir participer à l'évaluation d'une politique qui quand même représente beaucoup d'argent, dans des temps où l'argent public est rare. Donc si le sort vous est favorable, nous serons évidemment attentifs à ce que cette loi soit appliquée. Je l'ai dit et nous le redirons ici en commission à la nouvelle ministre, et je pense que c'est aussi sa volonté. Un second point, ce point n'a peut-être pas été, enfin vous l'avez abordé vous-même, mais je n'oublie pas qu'ici, ce qui n'est pas le cas de l'Assemblée nationale, nous sommes aussi la commission de la défense et des forces armées, et je souhaite que dans l'avenir, on ait un petit peu plus de précision sur les actions coordonnées entre défense et développement, parce que nous sommes actuellement dans une situation un peu compliquée, on va dire, notamment en Afrique, de redéploiement sur d'autres pays après le départ du Mali. Et on a eu quand même, je dois le dire, beaucoup de témoignages de la part de nos responsables militaires disant que la coordination entre les deux, je ne pointe personne du doigt, mais je dis que la coordination entre les deux n'est pas totalement satisfaisante. Et je pense que la France ne peut pas donner, dans les villages dans lesquels elle apporte la sécurité, elle ne peut pas donner uniquement l'image de soldats ressemblant à des Robocop. Et il faut aussi que derrière, il y ait des brigades du développement, en quelque sorte, qui viennent conforter, parce que c'est peut-être aussi à cause de ça que l'image de la France s'est dégradée. Parce qu'au début, on arrive comme des libérateurs et à la fin, on finit comme des occupants. Et donc, je pense qu'il va falloir faire très attention à ce volet. Ça a été rappelé par plusieurs de nos collègues. Et on va être assez attentif à cette dimension, en ayant ici la chance d'être la même commission qui examine les deux sujets. C'est un point important. Enfin, je voudrais réinsister sur ce qu'ont dit nos collègues. Je pense qu'une institution de cette importance, avec la qualité des personnels qui la composent, le budget qui est à votre disposition, doit avoir un dialogue social d'excellence. Et tout ce qui nous a été rapporté, tout ce que nous avons entendu ne correspond pas à l'idée que l'on se fait du fonctionnement de cette agence. Et je pense que à la fois nos administrateurs et puis nos rapporteurs, bien sûr, mais veilleront à ce que cette affaire se résolve dans le cadre des dispositions que vous avez évoquées. Monsieur le Directeur Général, nous allons prendre congé de vous. Je vais demander la suspension, donc nous allons prendre congé
de ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, car la captation va se terminer donc maintenant. Avant